Bonjour, je suis Sylvain du Bureau national e-twinning. Le sujet d'aujourd'hui concerne le premier degré, monter un projet e-twinning dans le premier degré. Et nous avons deux intervenantes, Anne Martin et Delphine Smag. Donc je vais vous laisser vous présenter. Anne, tu veux bien commencer? Oui. Alors bonjour à tous. Donc je m'appelle Anne Martin. Je suis professeure des écoles. J'enseigne à l'école élémentaire Octave Tordeau de Tourette-le-Vence. Voilà. Donc je suis actuellement également directrice par intérim de l'école. Je suis inscrite sur eTwinning depuis à peu près une dizaine d'années. J'ai mené plusieurs projets et je suis donc également ambassadrice eTwinning pour le premier degré dans mon académie. Voilà. Je laisse la parole à Delphine. Bonjour, je suis Delphine Smag, je suis professeure des écoles également à Arles. Je suis enseignante depuis à peu près une dizaine d'années et je suis inscrite sur eTwinning depuis 8 ans. Et je suis ambassadrice aussi depuis quelques années pour le premier degré. Voilà, donc nous allons commencer cette formation, mener un projet e-twinning dans le premier degré. Nous nous sommes présentés, donc vous pouvez nous joindre avec Delphine, donc en utilisant notre email qui s'affiche. Donc, vous le retrouverez que lorsque vous recevrez la vidéo de la formation. Pour introduire cette formation, nous allons vous demander de répondre à une petite question. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans vos classes? Pour répondre, il vous suffit de cliquer sur le lien qui devrait apparaître donc dans le chat. Ce lien ouvre un outil de sondage instantané et dans quelques instants, donc, nous allons pouvoir voir apparaître vos réponses. Donc regardez dans le chat le lien bleu, cliquez dessus s'il vous plaît et vous répondez à la petite question. Alors je vais partager mon écran pour qu'on puisse voir les résultats. Alors je rafraîchis mon écran régulièrement pour justement voir apparaître les réponses. Donc on voit que la plupart des enseignants sont confrontés à peu près au même type de difficultés, à savoir donc des difficultés lourdes d'apprentissage, peut-être l'hétérogénéité des classes, des problèmes de discipline, voilà, le manque de temps, peut-être l'absence de motivation des élèves également. Oui, Et capter l'attention des élèves qui apparaît. voilà. Et peut-être le manque de matériel, parce que comme les réponses sont écrites petit, je n'arrive pas bien à lire. Alors je viens de rafraîchir une dernière fois. Voilà. Manque de projets Je pense que ce interdisciplinaires sont également qui apparaît. Très bien. On voilà. va revenir sur le Sur la diaporama. présentation. Avec ma collègue, nous allons donc essayer de vous montrer en quoi un projet e-twinning peut vous aider à mettre en place des solutions pour résoudre ces difficultés ou du moins une partie de ces difficultés. Donc, en effet, mettre en place un projet e-twinning, cela signifie tout d'abord et avant tout enseigner autrement. Et nous allons essayer de voir comment, en vous donnant des pistes et des exemples concrets d'activités dans le premier degré et en vous montrant donc leur intérêt pédagogique. Je laisse à présent la parole à Delphine. Alors, d'abord, on souhaitait vous expliquer ce que c'est qu'un projet e-twinning. Il s'agit d'un projet collaboratif d'échange à distance. Alors, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un projet de correspondance classique avec, par exemple, un échange de lettres élève par élève, mais on va essayer de favoriser dans ces projets les interactions et la collaboration entre élèves partenaires. Et ces interactions, cette collaboration aboutit la plupart du temps à une production commune. Donc, pour être très concret, quel type d'activités sont des activités interactives? Par exemple, on peut imaginer demander aux élèves, en début de projet, d'imaginer un logo pour le projet. Donc, ils vont travailler par groupe ou tout seul d'ailleurs et réaliser un logo pour le projet. Ensuite, ce logo va être proposé à l'ensemble des partenaires qui vont pouvoir
choisir ensemble le logo officiel du projet. Deuxième exemple que je souhaitais vous donner, c'est par exemple l'élaboration d'un jeu de qui est-ce pour les partenaires. Alors, par exemple, les élèves, pour se présenter, au lieu de réaliser une présentation PowerPoint avec les photos des élèves, de chacun des élèves, et une petite présentation à côté de chacune des photos, on va plutôt créer un jeu de qui est-ce. Par exemple, là, c'est un jeu que j'avais créé avec mes élèves de CM2. On avait au préalable travaillé en anglais sur les habits, sur la présentation, sur comment se présenter. Ensuite, les élèves se sont pris en photo. Ils ont réalisé une petite description d'eux sur la photo. Ils ont ajouté des éléments concernant leur famille, combien de frères et sœurs, concernant ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. Et ensuite, ils ont signé cette présentation. Et le jeu consiste en fait à associer la photo à la présentation. Donc, ce type de jeu va permettre aux partenaires, aux élèves, de vraiment prendre connaissance de ce qui a été produit par les autres élèves. Et c'est une façon beaucoup plus ludique de se présenter, beaucoup plus ludique pour les élèves partenaires en particulier. Enfin, dernière type d'activité que je souhaitais vous présenter en introduction, c'est une production commune qu'on peut réaliser avec les élèves. Par exemple, on peut collaborer à l'écriture d'une histoire à plusieurs mains. Alors, dans la suite du diaporama, on détaillera comment mettre en œuvre ce type d'activité collaborative. Je laisse maintenant la parole à Anne. Merci. Donc, par contre, la collaboration à distance avec les partenaires peut également se faire en temps réel. Donc, on peut organiser des activités très simples et très motivantes pour les enfants et qui ne demandent pas énormément de matériel ni de préparation. Donc, ce sont des activités que l'on peut mener en visioconférence. Donc, il y a quelques années, donc, avec mes élèves, nous avions organisé une session de visioconférence avec le partenaire anglais notamment. Donc, mes élèves ont assisté à une leçon de musique menée par l'enseignant anglais. Donc, l'enseignant anglais dans sa classe donnait les consignes donc en anglais, produisait un rythme avec des percussions, et les élèves français donc dans ma classe reproduisaient ce rythme. Alors au niveau des consignes en anglais, il n'y a même pas eu besoin de traduction parce que comme c'était une activité extrêmement visuelle et avec de gestes, les enfants ont tout de suite compris ce que l'on attendait d'eux. Et dans la suite de l'activité, donc les élèves en France, donc un élève venait devant la caméra, produisait un rythme et les élèves anglais reproduisaient ce rythme. Donc cette activité a eu énormément de succès. On peut également organiser des activités toutes simples, comme chanter en anglais avec les partenaires ou bien jouer au bingo, donc en choisissant bien sûr le thème à l'avance, donc les couleurs, les nombres. On peut choisir donc des thèmes très simples à mettre en œuvre et ce sont des activités extrêmement motivantes pour les élèves. L'avantage donc de ces activités en temps réel, c'est que les partenaires deviennent immédiatement concrets pour les enfants. Donc, notamment pour les élèves de cycle 2 qui sont impliqués dans des projets e-twinning, c'est extrêmement intéressant et motivant pour eux. Je laisse la parole à Delphine. Donc, on souhaitait maintenant en savoir un peu plus sur vous. On a organisé une petite enquête. Il vous suffira de cliquer sur le lien, encore une fois, qui va apparaître sur le chat, et on vous pose 3 questions. Donc, 60% d'entre vous n'ont jamais réalisé un projet e-twinning. Alors, la répartition au niveau des niveaux de classe, on a 30% de CE2, à peu près 15% de CE1, 10% de CM1 et 10% de CM2. Et puis, on a 35% autres, donc je ne sais pas de quel niveau il s'agit. Et ensuite, concernant la mise en œuvre des projets, dans quel enseignement
vous souhaitez le mettre en œuvre, donc pour 25% en français, dans le domaine des langues, 75% évidemment, c'est la première chose auquel on pense. 37% ont pensé aux arts, 10% à peu près aux sciences et 10% en histoire. Alors, on va voir justement dans la suite du diaporama que l'on peut mettre en place, que les projets e-twinning peuvent toucher de nombreux domaines. Et concrètement, on va essayer de vous expliquer comment mettre en place les projets en classe. Je laisse la parole à Anne. Merci. Donc, nous allons à présent détailler un petit peu le cycle de vie d'un projet. Donc, lorsqu'on décide de mettre en place un projet e-twinning, une des premières étapes à réaliser, c'est l'introduction du projet. Donc, un projet e-twinning peut être introduit de façon très simple en classe grâce à une carte, par exemple, générée par les partenaires. Donc, on génère cette carte en utilisant un outil du type Google Maps. Chaque partenaire entre dans l'outil l'adresse de son école et les partenaires sont ainsi géolocalisés. Alors, concernant les outils, à la fin de la présentation, on vous montrera une page où sont référencés les outils, les principaux outils utilisés dans ce type de projet. Donc, on reviendra sur les outils à la fin de la présentation. Donc, ce type de carte permet d'observer immédiatement les partenaires, de les localiser. Donc, les enfants ont immédiatement beaucoup de questions à poser. Cela déclenche une forte curiosité. Et c'est donc un déclencheur immédiat pour d'autres activités du projet. Donc, de fil en aiguille, on va observer les drapeaux, on va effectuer des recherches documentaires, etc. Donc, déjà, spontanément, de nombreuses compétences vont être travaillées en langue orale, en questionner le monde et en lecture, donc si on effectue des recherches documentaires. Donc, toutes ces compétences donc, sont travaillées spontanément, mais avec tout de suite un fort engagement des élèves. Je laisse la parole à Delphine. Alors, toujours pour introduire un projet, on peut faire des activités très simples. Par exemple, demander aux élèves de créer un jeu pour leurs partenaires afin de les amener à découvrir le nom du pays partenaire. Donc, on a par exemple un puzzle là qui a été créé. Alors, voilà, ici, on a un puzzle qui peut être créé très facilement sur une application Internet. On a ici un jeu type qui veut gagner des millions. Donc, à partir des indices donnés dans le jeu, les partenaires vont pouvoir deviner dans quel pays on habite. Même type de jeu, mais concernant les prénoms des enfants. On a ici, par exemple, un jeu de mots mêlés avec les noms des élèves partenaires à retrouver. Et ici, ce sont mes élèves qui jouent à un jeu de memory qui avait été créé par ma partenaire grecque. Donc, ils devaient tout simplement associer l'image, la photo des élèves partenaires et leur prénom. Donc, je laisse maintenant la parole à Anne. Merci. Donc, une fois le projet introduit, donc on va poursuivre en entrant dans les autres activités du projet. Donc, il faut savoir qu'un projet twinning peut être un projet très court, de quelques semaines seulement. Les thématiques des projets courts qui reviennent le plus souvent, donc c'est des thématiques liées aux fêtes calendaires le plus souvent. Donc, il va y avoir des échanges autour des chants, des recettes de cuisine, on peut échanger des vœux, on peut échanger aussi des notices de fabrication pour fabriquer, par exemple, des masques de carnaval. Mais ce qui est très important, c'est vraiment de mettre en place une production collaborative autour de ces échanges, parce que sinon le projet va vite s'essouffler et ne deviendra pas très intéressant au final. Voilà. Donc les productions collaboratives, elles peuvent être simples également. Donc autour de Noël, on peut construire un calendrier de l'Avent interactif. On peut donc utiliser des murs virtuels du type Padlet. Donc le Padlet, c'est le mur qui est ici. Donc on appelle
C'est un mur virtuel car on peut ajouter donc des fichiers son, des vidéos, des textes. Et l'interaction est intéressante car il y a la possibilité de laisser des commentaires sur les fichiers qui ont été téléchargés, ou bien on peut également voter pour la production, par exemple la qui nous plaît le plus. Voilà, donc ça crée des petites interactions entre les partenaires qui sont motivantes et intéressantes. Donc dans ce type de projet, on va essentiellement travailler des compétences liées aux langues vivantes, mais également autour des nouvelles technologies, des arts plastiques, ou bien également donc autour du questionner le monde. Un autre type de projet court fréquemment mis en place, c'est un projet, ce sont des projets du type Culture in a Box. Donc, dans ces projets, on va effectuer une collecte d'objets ou un diaporama d'images représentatif du pays, et on va envoyer donc cette collecte par la poste, ou bien on va l'envoyer de manière sous forme numérique aux partenaires. Alors, on va collecter des objets ou des images donc, en lien avec la nourriture des pays, de son propre pays. On peut mettre des drapeaux, des cartes, des documents sur la végétation. On peut aussi mettre des images liées au folklore local, à la culture, des dessins. Et on peut également imaginer une mascotte qui voyage dans ces boîtes culturelles. Voilà, donc toujours par contre, bien penser à la production collaborative qu'il y aura au bout de ce projet. Ça peut être une simple exposition dans les écoles. Ça peut être également toujours un mur collaboratif avec des photos et incluant les questions-réponses des classes partenaires, donc liées aux objets reçus. Dans ce type de projet, on va travailler essentiellement toujours des compétences liées donc aux langues vivantes, au domaine donc du questionner le monde, des nouvelles technologies, les arts plastiques, l'éducation civique et morale aussi, puisqu'il y a une ouverture culturelle, et également la langue orale, dans la langue maternelle aussi. Voilà, je laisse la parole à Delphine. Alors, parallèlement aux activités sur le thème du projet, ou pour introduire le projet, on peut commencer par des activités brise-glace pour mieux se connaître. Alors, concernant plusieurs types d'activités brise-glace, je vous ai déjà parlé du logo du projet, mais on peut également proposer aux élèves de réaliser le poster du projet. Donc là, c'est un poster que j'avais réalisé avec mes élèves de CM2. Donc, on avait d'abord travaillé en classe entière sur le thème du projet, et puis je leur avais demandé, on avait réfléchi à ce qui pourrait figurer sur ce poster. Donc, tout de suite, les élèves ont pensé au drapeau. Et ensuite, comme il s'agissait d'un projet sur les objets culturels, un élève a eu l'idée de fabriquer des drapeaux à l'aide des objets. Donc, ensuite, les élèves par groupe ont réalisé chacun des drapeaux, comme on peut le voir sur la photo. On a pris ces drapeaux en photo. Et après avoir imaginé une maquette du drapeau, c'est moi qui l'ai mis en forme, voilà, de façon sur un logiciel informatique. On peut toujours concernant ces activités brise-glace, on peut également faire un logo, mais un logo qu'on va faire en équipe internationale. Donc là, ce n'est pas un projet que j'ai mené moi-même, mais c'est un logo qui a été fait sur un tableau numérique en ligne, ce qui permettait aux élèves de travailler ensemble en simultané sur le logo du projet. Un autre exemple d'activité brise-glace, c'est le portrait chinois. Alors en fait, il s'agit d'une variante du jeu de qui est-ce. Donc c'est une activité que j'avais réalisée avec des élèves de CE2. Donc ça nous a permis de réinvestir le vocabulaire que l'on avait déjà vu en anglais, donc le vocabulaire des animaux, des couleurs, des nombres, des jours de la semaine ou de la nourriture. Ils avaient ce que j'avais projeté au tableau exactement ce document-là que j'ai mis sur le diaporama pour les aider à écrire leur portrait chinois. Ils avaient une phrase exemple et à partir de tout ça, ils ont réalisé eux-mêmes leur portrait chinois
qu'ils ont signé et qu'ils ont ensuite illustré. Donc, ils ont mis une photo d'eux et ils ont illustré avec l'ensemble des éléments du portrait chinois. Et ensuite, le jeu consistait pour les partenaires à associer le portrait chinois à l'illustration correspondante afin de découvrir le nom de l'élève sur la photo. Et ce jeu, je l'avais réalisé dans le cadre d'une visioconférence. Donc, un élève lisait son portrait chinois et le partenaire, oui, devait trouver l'illustration correspondante. Autre activité brise-glace, donc on peut également jouer une scénette en anglais sur l'amitié. Alors, c'est une scénette qui est tirée du livre de littérature jeunesse Yo Yes. Donc, le dialogue est très simple. C'est celui-ci. Donc, on s'est entraîné d'abord en classe à jouer le dialogue, en anglais évidemment. Et ensuite, on a réalisé une visioconférence pour jouer avec nos partenaires ce dialogue. Alors, on l'a joué de deux façons. D'abord, une classe jouait un des personnages et puis l'autre classe lui répondait. Et puis ensuite, des élèves volontaires ont pu jouer le dialogue avec un autre élève partenaire, voilà, un autre correspondant. Une activité aussi qui est très classique au niveau des activités brise-glace, c'est présenter sa ville, son école. Donc pour encore une fois éviter une présentation type PowerPoint avec simplement voici ma ville, voici mon école. On a essayé de le présenter en adaptant un livre de la littérature jeunesse anglaise, encore une fois, A Dark Dark Tale. Donc c'est un livre qui est assez simple puisque c'est une structure répétitive. Et on a repris aussi le schéma de l'histoire. Donc, dans ce livre, en fait, on va suivre un chat qui va d'abord se trouver dans une grande plaine. Et puis, à proximité de cette grande plaine, il y a un bois, puis il y a un manoir. Puis, il va rentrer dans ce manoir, dans une petite pièce. Et enfin, dans une petite armoire, il va trouver une souris. Donc, nous, on a repris cette structure en racontant l'histoire de la façon suivante. Il était une fois un continent, l'Europe. Dans ce continent, il y a un pays, la France. Dans ce pays, il y a une ville, Arles. Dans cette ville, il y a des arènes, etc., etc. Et on arrivait en fait jusqu'à notre classe. On avait choisi Nessie voilà, à la place du chat, on avait pris Nessie puisqu'il s'agissait d'une correspondance avec une école écossaise, donc on avait pris un symbole de leur pays, et également pour toujours dans l'idée de favoriser l'interactivité. Dans chacune des diapositives, on pouvait retrouver Nessie, mais parfois il était caché. Donc, comme ici sur cette diapositive, il est en tout petit. Et donc, le jeu consistait pour les élèves partenaires de retrouver Nessie dans chacune des diapositives. Dans chacune des pages du livre, puisqu'après, je l'avais mis en forme sous forme de livre numérique. Alors, je te pose une question. C'était par rapport à la précédente diapositive. C'est quoi un portrait chinois? Alors oui, un portrait chinois, oui, c'est ça. C'est si j'étais un animal, je serais un chien. Donc c'est une façon de se présenter à travers des images. Donc en fait, c'est une façon de dire mon animal préféré, le chien, ma couleur préférée, le rouge. Voilà. Donc d'ailleurs, le portrait chinois, j'ai travaillé deux fois. Donc une fois directement, la première fois, je l'avais pas fait directement en anglais, mais les élèves l'avaient d'abord écrit en français et c'est moi qui l'avais traduit pour les partenaires en anglais. Et puis la fois suivante, j'ai décidé de le faire directement en anglais puisque finalement c'est assez simple avec des élèves à partir du CE2. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions.
parallèlement à ces activités donc brise-glace pour se présenter, on va pouvoir travailler sur un thème. Alors là, c'est le thème des objets culturels. C'est un projet que j'avais réalisé avec mes élèves de CM2 sur toute une année scolaire. Alors, je crois que ce thème, on peut également le travailler avec des élèves plus jeunes. Donc, le projet démarrait par l'envoi d'objets culturels dans chacun des pays partenaires. Donc, il y avait 4 pays partenaires. Nous, par exemple, on avait envoyé des boules de pétanque. On avait également envoyé 2 bonnets phrygiens. On avait envoyé des fèves, de la galette des rois, et puis une marinière. Donc, on avait envoyé ces objets et évidemment, on en avait reçu aussi de nos partenaires. Lorsque chaque classe recevait un objet, elle devait tenter de deviner de quoi il s'agissait et à quoi ça servait. Alors, c'était amusant de découvrir ce qu'avaient imaginé nos partenaires. Par exemple, concernant les boules de pétanque, ils avaient imaginé qu'il s'agissait de boules déstressantes. Concernant, par exemple, le bonnet phrygien, ils avaient imaginé qu'il s'agissait de chaussettes que l'on met au pied du sapin à Noël pour recueillir des cadeaux. Voilà. Donc là, on avait une véritable interaction entre les élèves déjà dès la première activité. Donc ensuite, les élèves ont fait des recherches. Donc je leur avais même demandé de faire des recherches avec leurs parents pour essayer de trouver ce qu'était cet objet que l'on avait reçu. Donc ils ramenaient l'objet à la maison, ils le regardaient avec leurs parents et ils cherchaient. Et suite à ces recherches, ils ont réalisé une présentation de l'objet pour leurs camarades de classe. Et moi, donc cette présentation, ils l'avaient réalisée en français. Et moi, je l'ai traduite en anglais pour les partenaires. Ensuite, ils ont imaginé également une scénette pour mettre en scène l'objet reçu. Alors là, par exemple, on avait reçu une amulette de partenaires italiens et ils ont imaginé une scénette qui mettait en scène cet objet voilà, sous forme de publicité pour cette amulette. Et enfin, dernière activité du projet, on a réalisé un mur collaboratif sur lequel chaque élève ont présenté un objet qu'ils avaient ramené de chez eux, donc un objet culturel. Ils ont pris une photo de l'objet et ils ont réalisé une petite rédaction pour le présenter. Et là, encore une fois, mes élèves l'avaient réalisé en français, cette rédaction, et moi, je l'ai traduite pour les partenaires. Alors, on va peut-être répondre aux quelques questions qui arrivent sur le chat. Y a-t-il des échanges d'objets ou simplement des photos d'objets? Alors là, on avait choisi d'envoyer les objets, donc pour qu'ils puissent toucher l'objet, voilà, qu'ils aient l'objet physique. Donc oui, on peut imaginer simplement échanger des photos, mais là, on avait souhaité avoir l'objet dans nos classes pour qu'ils puissent justement le ramener à la maison. Et puis, je crois qu'avec des élèves jeunes, le numérique, c'est bien, mais c'est bien aussi quand ils ont l'objet qui a été touché par les partenaires. Voilà. Donc, c'est toujours, voilà, c'est un événement quand on reçoit l'objet en classe. Oui. Autre question, est-on obligé de collaborer avec plusieurs pays? Non, tout dépend du projet. J'ai fait des projets avec un seul pays, par exemple avec une école écossaise, ou alors j'ai fait des projets avec 5, 6, 7 partenaires. Alors, ce qu'on conseille quand même, c'est pour les premiers projets de ne pas prendre trop de partenaires. Voilà, parce qu'après, ça peut être plus difficile à gérer. La collaboration entre enseignants peut être plus compliquée. Donc, pour un premier projet, plutôt privilégier 1, 2 ou 3 partenaires maximum. Alors, si je peux ajouter quelque chose, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir 2 partenaires,
Au cas où il y ait un des deux partenaires qui ne continue pas le projet, par exemple, ça permet de faire en sorte que le projet se poursuive malgré tout avec un partenaire. Donc ça peut être intéressant en fait de viser deux partenaires. C'est vrai que surtout pour les premiers projets, c'est préférable de ne pas avoir un trop grand nombre de partenaires. Comment faire pour trouver un ou plusieurs partenaires? J'ai fait une annonce, mais je n'y arrive pas. Alors, une piste, c'est également de répondre aux annonces qui sont postées sur les forums. Donc, si vous n'avez pas de réponse à votre propre annonce, vous pouvez aussi répondre aux annonces des autres personnes. Et sinon, vous pouvez également contacter donc le réseau d'ambassadeurs de votre académie, donc l'ambassadeur de votre académie peut vous aider également à trouver des partenaires. Et puis il faut peut-être avoir un intitulé qui est au moment de la recherche qui soit très clair sur ce qu'on veut faire, qui indique le niveau de classe par exemple et le thème du projet. Et la langue de travail aussi, La langue de effectivement. travail, oui. Voilà, donc et effectivement, il ne suffit pas de mettre un message sur les forums de recherche de partenaires dans eTuning Live, parce qu'un message, s'il n'y a pas de réponse assez rapidement, il arrive sur la deuxième, la troisième, la quatrième page, et après plus personne ne lit cette annonce en fait. Ce sont des forums qui sont très actifs, c'est-à-dire dans la journée, votre message n'est déjà plus dans la première page. Ça veut dire qu'il est nécessaire, s'il n'y a pas eu de réponse, de réécrire l'annonce, donc de refaire un copier-coller de son annonce pour effectivement réactualiser un petit peu, enfin se remettre dans les premiers rangs et dans la visibilité de sa demande. Si quelqu'un y répond, en revanche, le message se remet en première position. Donc oui, les forums, je pense que c'est le meilleur moyen de trouver un partenaire, les forums de recherche donc qui sont dans eTuning Live, mais effectivement, après il y a d'autres voies qui peuvent être explorées, mais il faut vraiment répéter son message, puis se demander aussi peut-être au niveau de la rédaction de son message, est-ce que j'ai été bien clair sur ce que je souhaite faire enfin, je pense quand même qu'on peut trouver dans le premier degré, il y a quand même beaucoup d'enseignants dans le premier degré. Après, ça dépend si vous avez vraiment des demandes qui sont très spécifiques, où là, ça va être plus difficile à trouver. Donc, ça dépend aussi de la nature de la demande. Je vois aussi une question concernant les livres numériques. Donc, est-ce qu'il existe un support international? Comment nos partenaires peuvent-ils lire le livre créé? Donc, me concernant, donc j'ai produit avec mes élèves plusieurs types de livres numériques. Donc, tout dépend de votre niveau sur le plan des nouvelles technologies. Il y a des moyens très simples de créer un livre numérique. Ça peut être tout simplement un diaporama PowerPoint que l'on transforme en livre numérique en ajoutant un petit effet tourne-page. Voilà. Sinon, il y a aussi des applications sur tablette. Donc, tout dépend du matériel que vous possédez et de votre niveau, donc dans le domaine des nouvelles technologies. Pour le livre numérique, avec simple PDF, Camaleao, par exemple, permet de transformer un PDF en livre numérique. Il suffit de le charger, c'est vraiment très simple à faire. Quand vous dites deux pays partenaires, vous voulez dire qu'il faut correspondre avec deux pays au moins, donc j'ai répondu aussi sur le chat. C'est le cas de la plupart des projets, effectivement, de correspondre avec au moins deux pays. Il est aussi possible de faire des projets à l'intérieur du même pays. C'est possible, ça fait plusieurs années que c'est en expérimentation, donc là ça devient plus vraiment une expérimentation, où on peut tout à fait correspondre avec une autre école qui se trouve à l'autre bout de la France ou pas très loin de chez soi, ou de la liaison école-collège par exemple, ce sont que deux exemples. Je vois ensuite une question, est-ce que l'objectif final de tout projet est la rencontre physique entre les partenaires? Donc, dans un projet Twinning, il n'y a pas de rencontre en présentiel, mais par contre, le projet Twinning peut être un bon point de départ pour ensuite déposer un projet Erasmus+, où là, il y aura un financement pour des mobilités.
Merci. Donc il y a aussi le choix du ou des partenaires exclusivement au sein de l'Union européenne ou accessible, ou c'est possible d'intégrer d'autres partenaires qui sont hors Europe, tels que le Chili. Alors, le Chili n'est pas dans le programme e-twinning. Par contre, il y a d'autres partenaires extérieurs à l'Union européenne, mais proches de l'Union européenne, comme la Tunisie, la Turquie. Il y en a d'autres. Peut-être que Sylvain, tu connais. Oui, il y a 7 pays, on va pas les citer tous les 7, effectivement, qui font partie de ce qu'on appelle eTwinning Plus et qui peuvent être aussi, moyennant, enfin, de régler sur son profil le fait qu'on veuille bien se mettre en projet avec eux, ils deviennent effectivement visibles et on peut tout à fait les trouver sur la plateforme. Donc effectivement, des enseignants du Chili ne peuvent pas s'inscrire dans eTwinning, donc vous ne pourrez pas trouver à l'intérieur d'eTwinning en faisant une recherche de partenaire ces enseignants-là, puisqu'ils n'ont pas eTwinning n'ont pas de bureau national. En revanche, si vous connaissez un enseignant, si vous connaissez un établissement qui souhaite faire un projet avec vous, il est tout à fait possible d'ouvrir un projet eTwinning et une fois que le projet eTwinning est ouvert, on a un espace qui s'appelle le TwinSpace qui permet comment dire, de développer son projet, de mener son projet. Et dans ce TwinSpace, il est possible d'inviter des personnes qui ne font pas partie de l'action eTwinning. Donc on a aussi cette possibilité-là, mais on ne pourra pas les trouver dans eTwinning, mais si vous les connaissez, vous pouvez les inviter dans le projet. C'est aussi pour cela qu'on peut utiliser un projet national, c'est-à-dire si vous ne voulez faire qu'un partenariat entre votre établissement et un établissement chilien sans qu'il y ait forcément d'autres établissements, vous pouvez demander à un autre enseignant de votre établissement, même s'il ne va pas vraiment utiliser eTwinning, de monter le projet avec vous. Donc il faut qu'il y ait au moins 2 personnes pour ouvrir le projet. Et ensuite, vous pourrez inviter l'enseignant chilien. Donc quand vous avez à faire un projet national, en revanche, on vérifie bien qu'il y a bien un projet derrière. Donc on vous contactera certainement, mais si vous le dites clairement, en fait, je veux ouvrir un projet spécialement pour avoir un TwinSpace et travailler avec un établissement qui n'est pas eTwinning, c'est possible. Alors au niveau des livres numériques, il y a Calameo ou Issue. Calameo, voilà, je me trompe alors. Les Calameo. deux, les deux sont vraiment très très identiques et très simples. Il suffit de se faire un compte et une fois que vous êtes connecté, votre fichier présentation, traitement de texte ou PDF, vous envoyez ça sur le site et automatiquement avec l'envoi que vous avez fait, le fichier il vous transforme ça en livre numérique. Alors, nous avons déjà une classe anglaise avec laquelle nous travaillons. Quelles coordonnées lui donner pour partager un projet eTwinning avec nous? En fait, ce que je pense que vous voulez faire monter un projet avec un établissement que vous avez déjà identifié. Donc, une classe anglaise, ça veut dire que elle va pouvoir s'inscrire sur eTwinning. Donc, ce sont les enseignants, bien sûr, qui s'inscrivent, pas l'établissement lui-même. Ce qu'il faut lui demander, c'est de s'inscrire dans eTwinning. Vous vous inscrivez dans eTwinning si ce n'est pas fait, effectivement. Et on a aussi des recherches qui sont assez simples. Dans eTwinning Live, vous avez un lien personne et à partir de ce lien, vous pouvez rechercher directement soit le nom de l'enseignant, soit le nom de l'établissement et vous allez le trouver assez rapidement. Vous allez pouvoir le mettre dans vos contacts et vous mettre en projet avec cette personne-là directement, sans faire de recherche de partenaire avec une description d'un projet. Voilà, je vais peut-être revenir à la présentation. Donc, je voulais vous présenter un autre exemple de projet qui était fortement lié à la découverte de la culture patrimoniale des pays partenaires.
Donc c'est un projet que j'ai mené il y a quelques années avec une classe de CE1 et qui s'appelle ABC Art Bonding Countries. Donc, grâce à ce projet, donc, nous avons découvert des artistes emblématiques des pays partenaires et nous avons réalisé des productions plastiques en lien avec ces artistes. Donc, les partenaires, donc, nous étions 4 partenaires, l'Angleterre, la France, l'Autriche, l'Allemagne. Donc, chaque partenaire a fait découvrir des artistes aux autres partenaires et nous avons créé un abécédaire multimédia, donc un abécédaire artistique multimédia. Donc, comme dans tout abécédaire, il y avait des mots-clés. Les mots-clés ont été choisis par les enfants et ont été enregistrés également par les enfants dans leur langue maternelle. Donc, on avait à chaque fois le mot-clé prononcé donc en anglais, en français et en allemand. Et les enfants ont réalisé des productions artistiques en lien à la fois avec le mot-clé et l'artiste découvert. Cet abécédaire donc est un abécédaire multimédia numérique. Les enfants l'ont reçu à la fin du projet donc sous la forme d'un DVD. Ils ont ainsi pu consulter ensuite à la maison les productions et cliquer donc pour entendre les mots prononcés dans les langues étrangères. Donc grâce à ce projet donc on a travaillé énormément l'histoire de l'art, les arts plastiques et aussi les langues vivantes. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais laisser la parole à Delphine. Alors, donc, je vous ai déjà parlé de réaliser une production commune en écrivant, par exemple, une histoire à plusieurs mains. Donc, ce type de projet, on peut le réaliser avec un seul partenaire, voire 6 ou 7 partenaires. Donc, comment faire pour que ce soit véritablement une collaboration? On peut imaginer, par exemple, que les Français vont écrire le premier chapitre, puis ensuite les Anglais vont illustrer le chapitre écrit par les Français, ils vont écrire la suite, puis les Espagnols illustrent ce qui a été écrit par les Anglais, etc., etc. Et ensuite, on va, une fois que l'histoire est terminée, on va pouvoir réfléchir en classe entière au titre du livre. Chaque partenaire va proposer le titre du livre, va faire une proposition concernant le titre du livre, et puis on va voter pour le titre, pour choisir le titre. Et de la même façon, on avait également ici voté pour choisir la couverture du livre. Et donc là, c'est le logiciel dont je vous parlais tout à l'heure, Calameo, qui permet voilà, de mettre en forme un PDF sous forme de livre numérique. Je peux également vous expliquer comment on a écrit cette histoire en classe entière, enfin, une partie de l'histoire plutôt en classe entière. Alors, je procède ainsi d'habitude. On va d'abord faire un brainstorming en recueillant toutes les idées des élèves. On se met d'accord sur l'histoire que l'on va raconter, donc sur les idées, les principales idées. Ensuite, je leur demande d'écrire individuellement l'histoire. Et ensuite, je collecte les différentes phrases, des phrases dans leur production, et on travaille par petits groupes sur la réécriture. À partir de ces phrases, on réécrit, on reprend les différentes phrases pour faire des liens et pour voilà, et pour finaliser cette écriture. Je laisse la parole à Anne. Merci. Donc tout à l'heure, on a évoqué le fait de pouvoir mener des projets en français. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc j'ai expérimenté donc ce type de projet en français toujours avec des élèves de CE1 car je suis une enseignante de cycle 2 essentiellement. Donc j'ai collaboré donc à un projet d'écriture collaborative en français avec une classe de CE2 autrichienne. Chaque classe a écrit et enregistré un chapitre et l'a envoyé. Donc, on a travaillé à partir de l'album Sans texte, L'orage d'Anne Brouillard, afin nous aussi de créer un livre numérique. Donc, nous n'avons pas créé des illustrations, puisque nous sommes partis d'un album
qui était composé uniquement d'illustrations, un album sans texte, et nous avons écrit le récit qui allait avec cet album. Donc chaque classe a écrit un chapitre et l'a également enregistré. Donc on a travaillé la lecture à haute voix dans ce projet essentiellement, ainsi que la production d'écrits. Donc nous avons réalisé 6 chapitres en alternance. Pour information, je vous ai mis le calendrier des activités du projet, donc ça vous donne une petite indication. Donc sur un projet qui dure durant une année scolaire. Donc au mois de septembre-octobre, on présente le projet aux élèves, on l'introduit, il y a les premiers contacts entre les élèves partenaires. Donc ces contacts se font à partir de lettres, d'images, d'échanges de documents divers dans le Twin Space créé pour le projet, donc l'espace de travail. À partir du mois de novembre jusqu'au mois de mai, donc on débute la collaboration collaborative, donc l'écriture des chapitres. On a réalisé également quelques visioconférences comme activité brise-glace pour créer des liens entre nous. Voilà, donc on a joué, chanté aussi par visioconférence. Et le projet donc s'est terminé au mois de juin, où on a terminé notre livre. Les enfants l'ont reçu donc sous forme de fichier numérique. Et on a réalisé une dernière visioconférence pour se dire au revoir. Et on a également évalué le projet. On a demandé leur avis aux élèves s'ils avaient apprécié ou pas le projet. Donc, les élèves, dans ce cas-là, avaient beaucoup apprécié le projet. Je vais vous laisser visionner donc un extrait de cette production. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien bleu sur la diapositive. En principe, cela fonctionne. Par contre, je vais vous demander de ne visionner que le début de la production, à peu près les 3 premières minutes, parce que la production est un petit peu longue. Donc, ce livre numérique, moi, donc nous l'avons produit donc avec les élèves d'une manière très simple. Donc, c'est un diaporama PowerPoint, voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez bien cliquer sur le lien bleu pour pouvoir visionner le début de cette production. On va revenir à la présentation. De toute façon, vous retrouverez donc ce lien dans le diaporama que l'on va vous envoyer. Donc, vous allez recevoir la présentation vidéo donc de ce diaporama. Et vous pourrez donc poursuivre le visionnage si cela vous intéresse. Je voudrais en profiter là pour répondre aux 2 questions qui ont été posées sur le chat. Peut-on faire apparaître son projet e-twinning dans le projet d'école? Alors bien sûr, c'est même important de le faire apparaître, je dirais, dans le projet d'école, dans un volet d'ouverture européenne. Voilà, donc concernant mon école, donc les projets e-twinning apparaissent dans le projet d'école. Et puis la deuxième question concerne la visioconférence. Delphine a répondu déjà effectivement que c'est un outil du TwinSpace. Je voudrais juste rajouter en fait qu'on n'est pas du tout sectaire, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser la visioconférence qui est prévue à l'intérieur d'eTwinning. C'est donc avec Adobe Connect là que nous utilisons actuellement avec une licence du Bureau national. Mais vous pouvez aussi utiliser d'autres types de visioconférences si vous préférez Skype ou autre. Il n'y a pas d'obligation là-dedans en tout cas. Alors je réponds à la question, le livre est-il écrit dans la langue de chacune des classes partenaires? Donc ce livre a été écrit en français car la classe autrichienne, donc c'était une classe appartenant à une école bilingue, donc qui parlait français. Donc nous avons travaillé, notre langue de travail était le français. Je poursuis donc avec ce projet, donc nous avons essentiellement travaillé la production d'écrits, la lecture à haute voix. Donc pour mes élèves de CE1, ça a été un gros travail. Donc ils se sont vraiment motivés pour produire une lecture à voix haute, vraiment expressive. Voilà. Et nous avons également travaillé bien sûr dans le domaine du questionner le monde en éducation civique et morale, notamment lors des visioconférences, car il faut respecter les règles, écouter l'autre. Donc, on travaille énormément de compétences dans ce type de projet. Et bien sûr, en nouvelles technologies aussi. Un autre projet que je souhaitais vous présenter, c'est un projet qui
qui concerne un autre domaine. Donc, c'est le projet qui s'intitule Lost and Found, A Journey of Friendship. C'est un projet qui s'est adressé toujours à des élèves de cycle 2. Et dans ce projet, par contre, il y avait plus de 10 pays. Ce projet donc a également duré une année scolaire. Donc, nous sommes partis d'un album, donc l'album Perdu retrouvé. Chaque partenaire l'a lu dans sa langue maternelle, c'est-à-dire que nous l'avons lu donc en français. J'avais à ce moment-là, donc j'avais une classe de CP, donc les CP. On a exploité ce livre en français, donc je leur ai lu l'histoire tout d'abord. C'est l'histoire en fait d'un petit garçon qui trouve un pingouin devant sa porte, et ce pingouin est très malheureux, donc le petit garçon décide de le ramener chez lui, donc au pôle Nord. Seulement arrivé au pôle Nord, l'enfant se rend compte que le pingouin n'est toujours pas heureux, et il s'interroge, et finalement il comprend que ce qui rend le pingouin heureux, c'est d'avoir trouvé un ami. Donc, ils retournent tous les deux à leur point de départ. Voilà, donc ce projet donc nous a permis d'exploiter donc l'album d'une manière très classique, donc des activités de compréhension de l'histoire, de restitution du récit. On a travaillé le vocabulaire, bien sûr, voilà, et on a eu beaucoup de discussions, donc qui ont été engendrées soit par des illustrations, soit par le contenu de l'histoire. Donc nous avons eu des discussions à visée philosophique essentiellement. C'était donc l'objet du projet. Donc chaque partenaire a mené des débats et des discussions à visée philosophique dans sa langue maternelle. Donc et nous nous sommes interrogés sur des questions comme qu'est-ce que la solitude, qu'est-ce que l'amitié, qu'est-ce qui vous rend heureux, voilà. Et bien sûr, nous y avons répondu donc lors de ces débats. Donc les enfants, on s'aperçoit que les enfants ont beaucoup de choses à dire sur ces thèmes-là qui leur tiennent à cœur. Ensuite, nous avons fabriqué également des pingouins. Donc, nous les avons fabriqués en papier, nous les avons peints et nous les avons envoyés aux partenaires. Donc, ces pingouins sont devenus un petit peu les ambassadeurs de l'amitié. Parallèlement à la fabrication des pingouins, donc nous avons également tissé des liens. Nous avons échangé des images, des diaporamas qui nous ont présenté un petit peu les écoles des divers partenaires. Et notre production collaborative, c'était une exposition. Donc ces pingouins, nous les avons envoyés par courrier postal, mais nous les avons également envoyés de manière numérique. Donc nous les avons partagés également dans l'espace de travail du projet, dans le Twin Space. Sur ces pingouins, il y avait des informations basiques concernant les partenaires, il y avait les drapeaux et il y avait quelques mots dans la langue du pays. Donc, on a reçu tous ces pingouins donc par voie postale et également donc dans l'espace de travail, et les enfants étaient extrêmement heureux de recevoir tous ces pingouins, tous ces ambassadeurs de l'amitié. Et nous les avons donc exposés dans les écoles. Donc là, vous avez un exemple de panneau réalisé par un partenaire. Et grâce à ce projet, donc, nous nous sommes intéressés bien sûr à la culture des pays partenaires. Nous avons observé les cartes, les drapeaux, mais grâce à l'album, nous nous sommes intéressés au pôle Nord. Donc nous avons travaillé bien sûr dans le domaine de l'espace. Nous nous sommes intéressés aux pingouins, donc nous avons travaillé le domaine du vivant. Nous nous sommes intéressés bien sûr aussi à la langue des partenaires. On a regardé, on a observé les timbres sur les enveloppes. On a observé les mots également qui étaient inscrits sur les pingouins. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait d'autres alphabets. Donc pour les CP, toutes ces découvertes sont intéressantes. Nous avons pratiqué les langues vivantes aussi lors d'échanges ou de petites activités en visioconférence comme les chants, voilà. Et donc ce projet donc a été très apprécié donc, par les élèves de CP. Alors, nous allons à nouveau reprendre les questions qui sont sur le chat. Une question sur les droits d'auteur. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau des droits d'auteur lorsqu'on utilise un album sans texte ou qu'on publie via un réseau? J'ai souvent travaillé à partir des albums sans texte, mais je ne publiais pas. Seuls les élèves et leurs familles disposaient du livre.
C'est toujours une bonne question, une bonne préoccupation de se dire est-ce qu'il n'y a pas des droits. Quand on fait un projet e-twinning, déjà la première chose à faire, c'est de faire signer les familles sur les droits qui existent. C'est-à-dire le droit à l'image, si on utilise l'image des élèves, bien sûr, si on n'utilise pas, c'est pas forcément la peine, mais c'est toujours bien de faire signer ce droit-là. Le droit à la voix, car la voix en France est protégée, donc c'est aussi une autorisation à demander. Et enfin, les droits d'auteur, parce qu'effectivement, les élèves vont faire des productions, et donc il y a aussi des droits d'auteur à demander. Quand les droits sont demandés, ils sont demandés que les pages soient publiques ou non, tout simplement parce que c'est mis sur un support informatique et qu'il pourrait tout à fait se passer, qu'un élève puisse reprendre une photo par exemple et puis la mettre sur son compte Facebook ou je ne sais pas. Donc il y a toujours une possibilité en fait de comment dire, de détournement, le fait qu'on le laisse privé, et de toute façon, même, on doit demander ces autorisations-là, de toute façon. Ensuite, il y a les images que l'on utilise. Si on utilise des images ou des musiques dans son projet, il faut faire attention aussi aux droits d'auteur. On a des images libres de droit, certes, mais sinon il faut en faire la demande et à chaque fois en dire pour quelle utilisation. Donc oui, c'est toujours une bonne question en tout cas à se poser au niveau des droits. Pardon, j'ajouterais que concernant les images, donc personnellement, malgré l'autorisation de publication qui est signée par les parents en début d'année, je reste très prudente et je floute systématiquement les visages de mes élèves ou j'utilise des moyens détournés, à savoir je les prends de dos ou je photographie que les mains ou j'utilise une mascotte pour sur les paysages si je veux montrer par exemple des endroits de la classe ou pour les partenaires. Voilà, donc il y a des moyens, des petites astuces pour détourner, donc afin que les élèves n'apparaissent pas vraiment sur les images. Pour les vidéos aussi, on a le logiciel, l'application Vimeo qui permet d'ajouter un mot de passe. Donc, par exemple, quand je mets sur le TwinSpace des vidéos qui sont sur Vimeo, je mets toujours un mot de passe de façon à ce que ça soit pas accessible à tout le monde. Alors, autre question. Si j'ai bien compris la question, c'est en fait une histoire collaborative peut-il être un projet valable entre pays partenaires? Bien sûr, c'est même une thématique de projet qui revient assez souvent dans les projets de collaboration à distance. Voilà, et ça permet de travailler de nombreuses compétences. Est-ce que vous pouvez décrire un peu c'est quoi une histoire collaborative pour qu'on puisse se faire une meilleure idée? Alors, un partenaire écrit un chapitre, par exemple. L'autre partenaire attend de recevoir le chapitre créé par l'autre classe. Donc, ça crée une forme de suspense qui est intéressante, voilà, et donc qui motive énormément les élèves pour écrire la suite de l'histoire. Voilà. On ne peut pas l'écrire avant parce qu'il faut attendre, bien sûr, de prendre connaissance du contenu créé par la classe partenaire avec laquelle on travaille. Et on peut l'illustration aussi va être collaborative puisque ce qui est intéressant aussi, c'est d'illustrer ce qui a été écrit par les partenaires. Alors, en revanche, je n'ai pas compris la dernière question. Je ne trouve aucun outil dans le TwinSpace. Il faut chercher où? Je ne sais pas de quoi à quoi ça correspond. Si c'est à la visioconférence, en fait, il faut aller dans. Alors, si c'est alors, on la trouve en fait dans deux espaces, hein, dans les Twinning Live, dans les événements, et si c'est dans le TwinSpace, c'est-à-dire si c'est au sein du projet, on a le lien en direct,
Et là, on trouve les événements. Les événements, c'est tout simplement ouvrir une session de visioconférence. Alors, je vois une autre question. Donc, on est obligé de traduire et d'être bon en anglais si c'est un projet anglophone. Donc, dans le cadre de l'écriture collaborative, je pense donc effectivement, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, peut-être qu'il faut choisir une autre langue de travail. C'est tout à fait possible de mener des projets dans une autre langue de travail que l'anglais, ou Alors de après, mener un autre type de production collaborative. ou alors je voulais ajouter quelque chose, c'est que concernant les histoires, moi je les traduis. L'anglais, ma formation, j'ai pas une formation spécifique en anglais, mais dans ces projets-là aussi, on peut s'appuyer sur nos partenaires. C'est-à-dire que ma traduction était toujours relue soit par un partenaire anglophone, soit par un partenaire qui a un très bon niveau d'anglais et qui pouvait corriger les petites fautes que je faisais dans ma traduction. Alors, je voudrais relativiser un tout petit peu. En fait, il faut pas non plus focaliser sur son niveau d'anglais. Vous n'êtes pas des enseignants d'anglais, vous êtes des enseignants du premier degré, donc et l'essentiel, c'est que la communication puisse se faire, c'est-à-dire que on vous comprend en fait. Et c'est juste le minimum à avoir en fait, c'est de se faire comprendre et qu'il n'y ait pas spécifiquement de contresens. Mais il ne faut pas forcément avoir un très bon niveau d'anglais. En France, on est souvent euh, euh, hésitant à envoyer quelque chose aux partenaires parce que il y a des fautes ou parce que voilà, on est très correctif, contrairement à d'autres pays qui le sont beaucoup moins. Et donc je pense qu'il ne faut pas hésiter en fait à envoyer ces productions, même s'il y a des fautes, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est à partir du moment où elles sont compréhensibles. Et on peut prévoir des productions collaboratives plus axées par exemple sur les arts plastiques ou la musique, le sport, les sciences, et pas forcément où il y ait beaucoup de productions écrites en anglais. Voilà. Et on peut faire des projets extrêmement intéressants aussi sur d'autres thématiques. Alors, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que si on a envie d'améliorer son niveau d'anglais, justement, c'est une bonne motivation de faire des projets e-tooling qui vont demander les traductions. Et de toute façon, on va s'appuyer aussi sur les dictionnaires qui existent sur Internet. Et même si notre niveau est très basique, on arrive en général à traduire les phrases qui ont été écrites par des élèves. C'est quand même, voilà, c'est pas très compliqué. Et vous allez avoir aussi des partenaires du premier degré qui vont vous envoyer des choses en anglais et qui ont quelquefois des erreurs que vous allez pouvoir voir, mais je sais que vous n'allez pas leur en tenir rigueur, comme ils ne tiendront pas rigueur que vous envoyez aussi de l'anglais qui n'est pas très très corrigé. Voilà. De toute façon, le mieux, c'est de prévoir des activités assez simples et assez basiques, dans lesquelles vous êtes à l'aise, et de réfléchir aux activités avec votre partenaire ou avec vos partenaires. Alors, je réponds aussi, il semble que l'on peut aussi éviter de mettre en place des visioconférences et privilégier l'écrit. Donc là, c'est un choix. Vous pouvez effectivement privilégier l'écrit. Faire une visioconférence, ça peut être quand même, malgré tout, assez sympathique. Vous avez la chance dans le premier degré d'avoir les élèves tout au long de la semaine et donc d'avoir certainement des plages communes avec les partenaires et ça peut être assez sympathique malgré tout de voir les élèves. Après il y a des contraintes hein, bien sûr qui sont quelquefois des contraintes techniques ou de flux internet mais ça peut être une bonne idée quand même de faire une visioconférence pour voir que en fait on est bien en train de dialoguer avec des élèves aussi qui sont peut-être à l'autre bout de l'Europe, mais ça peut être intéressant. Malgré tout,
une visioconférence, il faut qu'elle ait un but, c'est-à-dire en fait, il faut avoir prévu des activités dans cette visioconférence pour qu'elle soit efficace. Et encore une fois, on n'a pas besoin d'un niveau d'anglais très bon pour réaliser une visioconférence, par exemple, pour chanter une chanson ensemble. Si on l'a cadré avant la visioconférence, si on cadre tout ça avant la visioconférence, en général, ça se passe bien. Oui, et les enfants sont très demandeurs, en tout cas, de Oui, ce oui, type d'activité. c'est très, très motivant pour eux. Alors décidément, on a beaucoup de questions. Si je comprends bien, un projet e-twinning dure 1 an et peut se transformer en projet Erasmus+ l'année suivante. C'est une question donc. Tout dans une année semble trop ambitieux. Donc, est-ce que un projet dure 1 an déjà, comme semble le penser Sandra, et peut ouvrir vers un projet Erasmus+? Donc, il y a plusieurs questions là-dedans. Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Alors, concernant la durée, donc un projet peut durer 1 an ou moins ou plus. Par exemple, moi j'ai mené des projets très courts et là j'ai également mené des projets qui ont duré plus d'une année scolaire. Voilà. Et oui, un projet Twinning peut se transformer en projet Erasmus+, car si on a la chance de rencontrer des partenaires avec lesquels on s'entend bien et avec lesquels on a mené des activités ou des projets intéressants, donc souvent c'est le cas, la collaboration peut déboucher sur un projet Erasmus+. Donc Oui, alors je voulais juste ajouter que l'avantage de mener un projet sur une année entière, c'est que ça peut, ça engendre une véritable dynamique au sein de la classe. Voilà, donc c'est, moi j'ai plutôt mené des projets sur une année entière, mais pour débuter, on peut commencer par des petits projets sur une période courte. C'est ce que j'allais vous dire. En fait, vous avez l'habitude de mener des projets. Donc effectivement, ça peut être des projets qui durent toute l'année scolaire. Mais si vous débutez vraiment sur les projets e-twinning, un très grand conseil pour votre premier ou vos 2 premiers projets e-twinning, faites des projets très courts. C'est quoi un projet très court? Ça peut être vraiment quelques échanges avec un partenaire pour tester, pour voir, pour faire en sorte de prendre en main un petit peu l'espace d'échange, qui est donc le Twin Space, comme on l'a dit tout à l'heure, l'espace pour le projet. Donc il y a certainement le premier ou les 2 premiers projets, des choses à découvrir qui vont vous prendre un petit peu de temps et il est largement préférable de faire un projet qui soit peu ambitieux et qui aille au bout que de s'engager dans un projet sur une année scolaire et de ne pas aller jusqu'au bout parce que vous allez être effectivement déçu de cette première expérience. Donc si vous vous mettez dans une première expérience, je vous conseille très fortement de faire un projet très court pour voir déjà, et puis ensuite de faire des projets qui sont plus longs quand vous commencerez un petit peu à maîtriser, quand vous verrez si cet enseignement par projet vous convient aux élèves. Donc il y a des choses à en tirer, hein. On est aussi dans l'idée de faire un projet avec une démarche de projet, c'est-à-dire qu'à la fin, on essaye de faire une évaluation. Une évaluation, ça ne veut pas dire est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien et demander ça aux élèves. C'est vraiment une analyse de qu'est-ce qui. Alors déjà, elle peut se faire au niveau des élèves, bien sûr, mais aussi au niveau des partenaires. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Pourquoi est-ce que ça a bien marché et ça a moins bien marché? Donc c'est vraiment avoir une attitude réflexive pour dire bon ben voilà, après on peut s'engager dans un projet un petit peu plus long et on peut ajouter un certain nombre de choses. D'ailleurs, les activités brise-glace peuvent constituer un projet, par exemple, se présenter aux partenaires. Faire un jeu de qui est pour les partenaires, ça peut constituer un projet en soi. Alors Anne a répondu, a-t-il obligé d'être à plusieurs classes dans une école? Donc c'est possible qu'il y ait plusieurs classes dans une école qui participent à un ou plusieurs projets e-twinning, mais on peut tout à fait faire un projet avec une seule classe et la plupart du temps c'est ce cas-là qui se déroule. pour
poursuit peut-être, Delphine? Oui. Alors, je voulais vous présenter d'autres idées de production commune. D'ailleurs, ce sont à nouveau des variantes d'une écriture d'histoire à plusieurs mains. Donc, autre exemple, donc là, il s'agissait ici de l'écriture d'une BD à plusieurs mains. Donc, les partenaires ont écrit les 2 premières vignettes et l'ont mis en forme donc sur Pixton. Et ensuite, les, les autres partenaires ont continué sur cette BD. Voilà, donc là, il s'agissait d'un projet sur le harcèlement et c'est une BD, une scène qui concerne le harcèlement. On peut également écrire un scénario à plusieurs mains et écrire un scénario, par exemple, sur le voyage d'une mascotte. Donc, cette mascotte peut être envoyée, soit c'est une mascotte virtuelle, là, comme sur l'image, un dessin, ou alors on peut envoyer la mascotte qui va raconter son voyage dans le pays qu'elle visite, donc dans le pays partenaire. Alors, pourquoi mener un projet e-twinning? J'espère qu'on vous a convaincu de l'intérêt de ce type de projet. Donc, d'abord, un projet e-twinning, c'est un projet qui va être intégré à l'emploi du temps de la classe, c'est-à-dire qui va permettre de mettre en œuvre le programme. Ce sont également l'intérêt de ces projets, c'est que ce sont généralement des projets qui vont être interdisciplinaires. Donc, par exemple, on va réaliser des activités brise-glace en anglais que l'on va mettre en forme sur des applications informatiques. Ensuite, on va pouvoir travailler la production d'écrit, donc le français, en écrivant une histoire à plusieurs mains. Et puis, évidemment, ce sont des projets dans lesquels on va travailler sur la citoyenneté, à la fois sur la citoyenneté française, parce que dans ces projets, on va être amené à présenter son pays, à présenter les symboles de son pays, par exemple. Et on va également être amené à s'intéresser aux autres pays, donc qui sont essentiellement des pays européens, mais qui peuvent être également, voilà, il y a également d'autres pays comme la Tunisie ou la Turquie avec lesquels on peut travailler. L'intérêt aussi, c'est que ce sont toujours des situations de communication authentiques. Donc, on va créer un jeu de qui est pour que ce jeu soit utilisé par nos partenaires. On va écrire une histoire qui va être lue par nos partenaires, etc., etc. Et donc, ce sont des projets qui sont très intéressants par rapport à l'ouverture culturelle qu'ils apportent aux élèves. Je laisse la parole à Anne. Alors, une source de motivation supplémentaire pour les élèves donc est générée par la dimension européenne du projet e-twinning. Et donc, cette dimension européenne donne également la possibilité d'obtenir un petit label de qualité pour les projets et les activités menées par les élèves. C'est vraiment, les élèves sont très fiers de recevoir ce label et les enseignants également. Donc, le label de qualité peut être obtenu à la fin du projet, mais il faut en faire la demande. Voilà. Et donc ce label, c'est une reconnaissance donc pour les élèves, c'est la reconnaissance de leur implication dans toutes les activités du projet. Donc ils sont très contents de recevoir vraiment ce petit certificat. Et c'est très motivant aussi. Donc pourquoi mener un projet twinning aussi au niveau des enseignants, ça permet de dynamiser réellement son enseignement. Donc c'est un facteur qui augmente la créativité, la motivation, le plaisir. On est vraiment dans une dynamique et on augmente également nos compétences. Un projet twinning, c'est vraiment un moteur pour les enseignants également. Donc ça me permet d'acquérir de nombreuses compétences. Mais sur la plateforme, on va trouver également beaucoup de formations en ligne. Donc eTwinning, c'est également un outil de développement professionnel. Donc, il va nous permettre de développer nos compétences en nouvelles technologies, nos compétences linguistiques. On va pouvoir aussi renouveler nos méthodes pédagogiques parce qu'on va trouver sur la plateforme des groupes eTwinning où on va pouvoir échanger avec d'autres enseignants donc sur certaines thématiques. Donc, on regarde les thématiques qui nous intéressent, on s'inscrit et on peut partager nos pratiques, nos idées, discuter.
On va trouver également des séminaires, des formations en ligne sur des thèmes vraiment très divers. Il y a également la possibilité d'assister en présentiel à des ateliers de développement donc, qui apparaissent sur la plateforme. Donc, il faut s'inscrire, bien sûr, auparavant. Il y a des événements d'apprentissage ainsi que de nombreuses conférences. Donc, toutes ces offres de formation donc, permettent aux enseignants vraiment de renouveler leur méthode pédagogique, d'augmenter leur culture et d'acquérir de nombreuses compétences supplémentaires. Alors, on a toujours beaucoup de questions sur le chat, justement. Donc, par quoi commencer en allant sur quel onglet? Donc, en fait, là, il faudrait plus préciser la question pour savoir à quel endroit, justement, vous pouvez bloquer. En tout cas, déjà, plusieurs informations. Si vous voulez vraiment une formation un peu plus complète, nous avons créé deux magistères. Un magistère qui permet simplement de faire découvrir un peu les projets e-twinning. C'est un petit peu là ce que l'on est en train de faire dans cette petite formation d'1 h 30. Découvrir e-twinning, c'est l'idée de vous donner envie de commencer. Si vous avez déjà passé ce cap-là, on a un deuxième parcours magistère qui est construire son projet e-twinning. Donc ce sont des formations de 3 heures que vous pouvez utiliser en auto-formation. Donc construire son projet e-twinning, ça veut dire qu'on part du fait que vous êtes inscrit dans e-twinning et que vous voulez construire votre idée de projet. Donc vous regardez quelques exemples de projets, si ça n'a pas été fait auparavant, si vous n'avez pas encore d'idées précises, et puis vous rédigez votre projet, vous recherchez un partenaire, et on vous accompagne en fait jusqu'à vous mettre en projet. Et il y aura un troisième parcours, mais pour l'instant il est en cours de fabrication, de création, qui correspond à partir du moment où vous êtes en projet. Vous avez donc le TwinSpace qui est débloqué. Le TwinSpace, c'est l'espace collaboratif pour votre projet. Si vous avez plusieurs projets, vous avez plusieurs TwinSpace. Donc, comment en fait bien mettre en forme votre projet, faire des activités collaboratives et donc vous accompagner un petit peu à l'intérieur de cet espace. Donc ces liens-là, ce que je vous propose, plutôt que de les mettre sur le chat, ce serait de vous les envoyer la semaine prochaine quand je vous enverrai l'enregistrement de la formation. Je vous mettrai aussi ces liens-là si vous voulez les consulter. Là, je réponds tout de suite à la question. Effectivement, le dossier à soumettre est-il aussi détaillé que celui d'Erasmus+. Le dossier Erasmus+, bon déjà il s'est un petit peu allégé, donc ça c'est plutôt une bonne chose, mais il est effectivement beaucoup plus lourd à mettre en place, tout simplement parce que il y a derrière cela des financements. Vous recevez des financements pour des déplacements des mobilités d'élèves en particulier. E-twinning n'est pas dans les mêmes budgets, on va dire, que Erasmus+. On ne propose pas du tout de déplacement d'élèves. Tous les déplacements se font à distance, tous les échanges se font à distance, et on parle de déplacements virtuels. Donc non, ce n'est pas du tout aussi lourd que ça. Il suffit que vous expliquiez un petit peu quel est votre projet que vous souhaitez faire, et ce n'est pas tout un dossier à remplir comme pour Erasmus+. Alors, est-ce qu'un projet e-twinning doit être validé par un IUN local? Un projet e-twinning doit-il être validé préalablement par un IEM de circonscription? Donc c'est deux fois la même question. En fait, c'est pas du tout obligatoire de faire valider un projet par son IUN. Malgré tout, donc on a parlé déjà du
projet d'établissement, donc il y a un volet ouverture internationale dans le projet d'établissement, donc il doit être indiqué. Enfin, c'est préférable que eTwinning en fasse partie, c'est une activité de l'établissement. Et ça peut être une bonne idée pas forcément de faire valider, mais de faire connaître en fait à votre UN que vous faites un projet. Nous, au niveau du bureau national, quand on a comment dire, des ouvertures de projets, pour le second degré, on avertit systématiquement le chef d'établissement. Alors c'est plus difficile dans le premier degré. Si vous avez rempli, vous en fait, en termes de chef d'établissement, le directeur d'école, on enverra un message au directeur d'école. Si vous avez mis l'IUN, ça arrivera à l'IUN. Mais c'est toujours une bonne idée, en tout cas, de faire en sorte de communiquer un petit peu sur son projet, parce qu'il y a aussi une publication, c'est sur un site. Donc c'est pas anodin non plus, et donc c'est bien que l'IUN soit prévenu. Et encore une fois, pour valoriser son projet, c'est bien à la fin du projet de demander un label qualité. Puisque lorsque vous recevez votre label qualité, il va être également envoyé à votre IUN. Donc ça permet de valoriser votre travail. Alors, ces liens seront visibles à la fin de la conférence. Je pense que c'est en fait la semaine prochaine, effectivement, j'envoie le diaporama, enfin en PDF, et le lien vers l'enregistrement de l'information, avec peut-être quelques petites informations là, puisque vous avez qui peuvent répondre aussi à quelques questions que vous avez posées, comme les liens vers les formations Magister. Donc oui, vous aurez ce diaporama avec les liens qui ont été indiqués. Alors, également, bon, déjà merci pour votre grand dynamisme et pour toutes ces questions, mais vous n'êtes pas seul non plus dans eTwinning. Vous avez aussi des correspondants académiques dans toutes les académies. Ces correspondants académiques sont situés dans les canopées, donc vous pouvez vous renseigner dans les ateliers canopées ou sur le site eTwinning. Si je retrouve le lien, je vais le mettre rapidement sur le chat, où vous allez trouver en fait qui est votre correspondant académique. Et vous allez pouvoir aussi contacter des enseignants, les ambassadeurs, comme Anne et Delphine, qui font des projets eTwinning, qui sont expérimentés dans les projets eTwinning et qui pourront aussi vous donner des conseils qui peuvent être utiles. Donc je vous donne le lien ici, en fait, qui vous permettent de trouver les coordonnées en fonction de vos académies. Voilà, donc on voulait juste vous montrer où trouver de l'aide donc sur la plateforme, donc à l'adresse donc de la plateforme eTwinning. Vous tapez sur donc eTwinning.fr, vous avez une page donc avec des onglets et vous allez trouver donc justement la boîte à outils, un onglet, donc où vous verrez les outils qui ont été répertoriés, qui peuvent vous aider dans la mise en place de votre projet. Donc les outils sont listés par thème, donc les outils de visioconférence, les outils pour partager des images, etc. Vous avez l'onglet aussi pour contacter si vous avez besoin d'aide, donc vous pouvez contacter le bureau national, les ambassadeurs. Vous avez donc l'onglet qui vous explique tout ce qui concerne le label. Vous avez des exemples de projets aussi qui sont intéressants à observer, donc si vous n'avez pas d'idée, ça peut vous inspirer. Voilà, dans les onglets découvrir, démarrer. Et il faut savoir aussi qu'il y a des tutoriels aussi que vous pouvez trouver sur Internet ou sur la plateforme qui vous expliquent donc la prise en main du TwinSpace. Voilà, Delphine, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Voilà, non, je remercie tout le monde aussi pour leur dynamisme et pour toutes les questions qui nous sont posées, qui montrent votre intérêt. Alors, on va prendre les questions encore qui sont présentes là avant de terminer complètement. Donc, déjà, merci, motivé pour démarrer un projet, merci à vous. Ensuite, le correspondant académique m'a conseillé de me rattacher à un projet plutôt que d'en créer un pour la première fois.
Donc ça peut être un conseil qu'on peut donner effectivement. C'est pas forcément une obligation, c'est à vous de voir en fait. Pour trouver un projet déjà existant, en fait, il faut déjà c'est comme une recherche de partenaire, c'est-à-dire que vous allez voir un petit peu sur le forum de recherche de partenaires, vous allez lire les propositions qui sont faites, vous allez voir que certains vont répondre, sont intéressés, vous allez vous aussi peut-être vous intéresser à ce projet-là et commencer à dialoguer, puis rentrer comme ça avec un projet où vous serez peut-être pas le fondateur, c'est-à-dire en fait c'est pas vous qui montrez le projet avec quelqu'un d'autre, mais c'est peut-être deux autres enseignants et vous serez la troisième école dans le projet par exemple. On a des projets qui sont faits aussi par des ambassadeurs. Qui sont expérimentés. Donc, si vous voulez rentrer dans des projets qui sont menés par des ambassadeurs, vous pouvez demander à des ambassadeurs de votre académie, par exemple. Après, il ne faut pas hésiter, si on a une idée précise d'activité, à se lancer. Parce que même si on débute, de toute façon, nos partenaires peuvent nous aider. On peut voir sur leur profil s'ils sont expérimentés ou non. Donc, on peut choisir, même si on est fondateur, choisir des partenaires expérimentés qui vont pouvoir nous aider. Pardon, garder l'esprit ouvert, c'est-à-dire que parfois les partenaires vont soumettre des idées et c'est vrai que souvent ces idées sont intéressantes et viennent enrichir le projet. Donc ne pas rester souple et ouvert quand on crée un projet et ne pas hésiter à intégrer les idées proposées par les partenaires. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est de collaborer justement avec les autres enseignants. Il y a la collaboration des élèves, mais aussi la collaboration des enseignants à la création du projet. Donc j'ai également mis une adresse mail que je vous renverrai la semaine prochaine, c'est contact@etuning.fr. Donc si vous voulez poser une question directement au Bureau national, c'est une adresse qui est partagée avec tous les membres du Bureau national et donc en fonction du type de question, on y répondra. Enfin, ce sera un membre ou un autre membre du Bureau national qui y répondra. On répond à toutes les questions. Donc n'hésitez pas à nous en poser. Enfin, ça fait partie de notre mission d'accompagnement. Ça peut être intéressant effectivement de contacter le correspondant académique si vous voulez une formation aussi qui soit plus proche de vous. Ça c'est toujours intéressant, mais si vous avez une question un peu précise, on y répondra aussi volontiers et avec plaisir. Je dirais que c'est un petit peu comme un virus, eTwinning, une fois qu'on l'a contracté. Voilà, donc après, on l'a pour plusieurs années. Moi, depuis que j'ai commencé, j'ai toujours fait un projet par an. Voilà, très bien. Écoutez, je vous remercie pour votre très grand dynamisme et je vous dis donc à bientôt pour l'envoi donc de plus d'informations et donc des liens qui sont prévus. À très bientôt, au revoir à tous. Je vous laisse dire un petit mot aussi, Anne et Delphine, pour conclure la vidéo. Merci beaucoup à tous les participants. Moi aussi, je remercie tout le monde.